Euh, Bonjour à tous, rebonjour pour la plupart d'entre vous. Donc, bienvenue pour cette première conférence de l'après-midi qui est dédiée à ce qu'on appelle la réindustrialisation verte. Alors, on va le définir ensemble. Euh, Depuis les années 1970, la France a perdu 3 millions d'emplois industriels. C'est une crise sociale, c'est la désertification de nombreux territoires. Il faut savoir qu'un emploi industriel, c'est en moyenne 3 emplois dans les services derrière. Donc je vous laisse imaginer l'ampleur de la saignée en termes d'emploi, en termes du coup de conséquences sociales qui va avec. Cette désindustrialisation, c'est aussi quelque part un désastre écologique, puisque tout ce qu'on ne produit plus chez nous, on l'importe. C'est ce qu'on appelle les émissions importées. Il faut savoir que les émissions importées des Français, c'est-à-dire les émissions qui sont produites par tous les objets manufacturés voilà, qu'on importe de Chine, voilà, c'est 60% de ce qu'on produit sur le territoire français. Donc pour calculer l'émission d'un Français, on prend voilà, les émissions du territoire et on rajoute 60%, et voilà, ça donne l'émission réelle de chacun d'entre nous. Donc c'est colossal. Et évidemment, on se posera la question de à quel point rapatrier cette production industrielle, en partie évidemment pour les secteurs stratégiques, c'est aussi lutter contre ces émissions importées, puisqu'on reprend le contrôle sur le process de production, et donc on peut veiller à ce que cette production soit beaucoup plus écologique, que les déchets soient recyclés, qu'on puisse l'articuler à une économie beaucoup plus circulaire. Donc cette désindustrialisation, elle a plusieurs raisons. Elle a des raisons déjà technologiques. On a voilà, une robotisation, une mécanisation qui fait qu'on perd des emplois. Elle a des raisons strictement de calcul en fait, des emplois. Il faut savoir qu'avant, en fait, les services juridiques, par exemple, des industries, c'était compté au sein de l'industrie comme des emplois industriels. Maintenant, de plus en plus, c'est des services qui sont externalisés au sein de cabinets de conseil, donc c'est compté comme du tertiaire. Donc, voilà. Et on a surtout des causes plutôt dues à la structure de l'économie mondialisée, notamment monétaire. Voilà, l'euro fort favorise énormément des industries de niche qui ne souffrent pas de la concurrence. En gros, plutôt les industries du nord de l'Europe et de l'Allemagne en particulier, au détriment de l'industrie française qui est beaucoup plus concurrentielle sur les marchés internationaux. Et puis on a des raisons doctrinales. On a voilà, une certaine élite qui est déterritorialisée et qui au détriment, disons, du bien commun et de l'avenir commun de la nation, délocalise. Donc la question qu'on va se poser, nous, c'est comment est-ce qu'on fait pour reprendre en main notre destin à travers la reprise en main de notre destin industriel, productif, économique et donc social, voilà, pour lutter à la fois contre cette saignée sociale, contre la désertification de nos territoires, parce que si les métropoles bénéficient d'un recentrage de l'activité sur le tertiaire, sur le service, eh bien, on a tout un tas de territoires ruraux qui, eux, voilà, sont juste désindustrialisés et qu'il n'y a pas de reprise de l'activité. Et puis, évidemment, dans un contexte de crise climatique, il faut que cette réindustrialisation se fasse de manière la plus neutre possible sur l'environnement. Et je dirais même plus que au-delà de ce devoir moral et social, c'est même une question de sécurité. On s'approche certainement d'une crise financière, on s'approche certainement d'une crise énergétique avec la raréfaction des ressources, notamment énergétiques fossiles pétrolières. Ça, c'est une menace directe pour les flux de marchandises à l'échelle mondiale. Donc si on ne les produit pas chez nous, on s'expose et on expose les citoyens à des potentielles pénuries, alors qu'avec une activité productive beaucoup plus relocalisée, beaucoup plus à l'échelle du territoire, eh c'est aussi une dimension de protection. Donc voilà, c'est un peu de tous ces aspects-là qu'on va discuter avec nos trois intervenants que je remercie. Donc Bruno Grandjean, vous êtes président de l'Alliance pour l'industrie du futur, vous nous expliquerez ce que c'est, et vous êtes aussi patron d'une multinationale de la mécanique. Vous faites des machines-outils avec le consortium mécanique Redex dans le Perche, c'est ça? Lucie Schmid, vous êtes coprésidente de la Fabrique écologique et à ce titre vous produisez des rapports justement pour accompagner une partie de l'économie sur la voie de la transition écologique. Et Jean-Louis Vigneault, vous êtes syndicaliste, CFE-CGC, anciennement Alstom et maintenant General Electric Belfort.
vous travaillez sur des assemblages de turbines à gaz, notamment. Tiens, avant de commencer avec les questions dures, Jean-Louis, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une turbine à gaz et en quoi c'est important pour la transition écologique, même si pour l'instant c'est du gaz? Bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, une turbine à gaz, pour schématiser, c'est un groupe électrogène. Alors, contrairement aux groupes électrogènes que vous côtoyez souvent, qui sont sur une base de moteur à piston, une turbine à gaz, c'est basé sur une technologie de moteur d'avion. Donc, on a de grandes proximités. Par exemple, mon entreprise, General Electric, fait des moteurs d'avion et des turbines à gaz. C'est des objets qui produisent depuis 1 mégawatt d'électricité jusqu'à... les dernières turbines à gaz arrivent à faire 600 mégawatts d'électricité. Combien de foyers ça correspond à quoi? Alors, grosso modo, votre voiture, elle fait à peu près, à pleine puissance, elle fait 100 kilowatts. Donc, 1 mégawatt, c'est la puissance de 10 voitures. Donc, la plus petite des turbines à gaz, c'est comme si vous mettiez 10 voitures ensemble. Et puis après, 600 mégawatts, et ben, ça fait 6000 voitures à pleine puissance, quoi. Donc, c'est des objets qui peuvent alimenter des villes, à titre unitaire, qui peuvent alimenter des villes. Et comme je vous disais, les plus grosses, 600 mégawatts, une tranche nucléaire, les premières tranches nucléaires faisaient à peu près 900 mégawatts. Donc, vous avez l'ordre de grandeur, on arrive à des objets très compacts qui peuvent produire beaucoup d'électricité en très peu de temps. C'est assez facile à mettre en service et c'est très flexible. Donc là, la flexibilité, c'est un atout important sur les réseaux électriques parce que ça nous permet de venir en soutien quand il y a des défauts de réseau, des puissances qui sortent du réseau ou des puissances qui rentrent, ou alors du renouvelable qui est par nature, enfin pour beaucoup d'entre eux, intermittent. Donc la turbine à gaz a un intérêt sur le réseau de par sa flexibilité. Après, ça a un inconvénient. Souvent, c'est sur une base de fuel fossile, donc on va produire du CO2. Par contre, on peut parfaitement imaginer, la turbine à gaz, c'est une technologie. On y met du liquide dedans, on y met à peu près tout ce qui est liquide ou gazeux et qui brûle, mais on peut y mettre aussi de l'hydrogène. On peut même concevoir, et on a fait des développements à petite échelle, une turbine à gaz qui fonctionne à l'énergie solaire. Il suffit pour nous, dans la turbine à gaz, d'avoir de l'air chaud, et on va pouvoir transformer cet air chaud à peu près à... Alors il faut qu'on le monte à 1000 degrés, donc vous voyez c'est plus de 1000 degrés, mais si on a cet air chaud, on produit l'électricité. Eh ben, merci beaucoup pour cette petite parenthèse technique. J'espère que vous voyez tous un peu le potentiel que de telles machines ont pour la transition énergétique. Et derrière, la question, c'est ne pas laisser ce savoir-faire et ces process de production filer notamment aux Américains, mais on va y revenir. Donc, Jean-Louis est aussi ingénieur, je précise. On va revenir peut-être sur l'aspect un peu plus général des choses. Lucille Schmid, j'aimerais que vous nous dressiez le constat que vous faites de cette désindustrialisation au niveau de notre pays. Oui, bien sûr, merci de cette question extrêmement facile, cher Pierre. Je pense que ce qui est important, et là-dessus, je pense que sur le constat de la désindustrialisation, peut-être Bruno Grandjean et Jean-Louis Vignolo auraient des choses plus précises que moi à dire. Mais disons qu'au moins dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de côtoyer, puisque je viens du ministère de l'économie et que j'ai aussi pas mal accompagné les entreprises françaises à l'exportation professionnellement, j'ai pu voir comment les décisions industrielles ou la manière d'appréhender les compétences industrielles, le savoir-faire industriel dans notre pays, était quelque chose qui avait souvent été négligé, me semble-t-il, au profit d'une approche de la modernité économique qui donnait plus d'importance à la question des services, qui donnait plus d'importance sans doute à l'idée que les entreprises françaises avaient intérêt à délocaliser. Et je crois qu'on aboutit aujourd'hui à une situation où, après 30 ans, au fond, de modification, de transformation de ce qu'est le processus de mondialisation, on est au bout de ce modèle. Et il me semble, en écoutant Jean-Louis Vignolo, c'est pour ça qu'on s'était dit ensemble que ce serait bien que vous nous décriviez qu'est-ce que c'était qu'une turbine à gaz,
et non pas une turbine à vapeur, car vous pourriez aussi nous l'expliquer. Je me suis dit, j'ai atteint un âge assez canonique et je ne savais toujours pas qu'est-ce que c'était qu'une turbine à gaz ou à vapeur. Je le savais vaguement, mais au fond, je me demande si ceux qui ont pris les décisions sur, par exemple, les fusions-acquisitions, sur le rapprochement, enfin, le rachat d'Alstom par General Electric, savaient-ils, au fond, de quoi ils parlaient? Envisageaient-ils vraiment d'une manière suffisamment précise ce que leur décision stratégique allait entraîner par rapport à la question de la situation de l'industrie française? Après, je crois qu'on ne peut pas rendre seulement responsables ceux qui gouvernent. Je crois qu'il y a aussi la question de l'attitude des acteurs privés, de ceux qui dirigent le secteur industriel, des entreprises puissantes. Je rappelle qu'il y a 1% des entreprises dans le monde qui représentent 57% des exportations. Donc on mesure avec ce genre de choses que la concentration du pouvoir économique est beaucoup plus forte que celle du pouvoir politique. C'est un fait, mais lorsqu'on voit les chiffres, ils donnent le vertige. Et je ne suis pas sûre qu'on ait mesuré il y a 30 ans qu'en délocalisant nos productions industrielles, en investissant ailleurs qu'en France, on allait en fait donner le pouvoir à d'autres puissances. Et je crois qu'on ne s'est jamais habitué en fait à penser à la fois à la question, comment dirais-je, du pouvoir national et de la gouvernance politique en même temps que celle des performances économiques. C'est un sujet. On se rappelle, enfin, celui qui l'a pensé d'une manière assez flamboyante et parfois inefficace, c'est Arnaud Montebourg. Enfin, moi, c'est ce que j'ai en tête, parce qu'il l'a fait d'une manière extrêmement symbolique, mais qu'on a le sentiment aussi qu'au sein même du gouvernement auquel il appartenait, il a eu à lutter contre des options inverses sur le plan économique. Et au fond, pour ne pas être trop longue, ce que je dirais, c'est qu'il me semble que le modèle économique qui soit au service d'une industrie française puissante, à la fois en termes de recherche, innovation et en termes d'exportation, et qui représente un élément de la puissance française, il reste à construire. Parce que quelque part, c'est un modèle économique qui s'oppose à la théorie du libre-échange, c'est un modèle économique qui s'oppose à l'idée que pouvoir économique et pouvoir politique sont disjoints, et c'est aussi un modèle économique qui réintègre, me semble-t-il, la question du facteur humain d'une manière beaucoup plus forte qu'aujourd'hui dans les discours macroéconomiques qui sont tenus. Il faut réintégrer la question de la recherche, donc de nos chercheurs. Il faut réintégrer la question de la transformation des compétences aujourd'hui pour représenter l'industrie du futur. Il faut réintégrer la place à donner à ceux qui ont construit toute leur vie professionnelle au sein de l'industrie française, de ne pas penser qu'ils sont seulement là pour être voués au chômage ou comme des personnes qu'on ne sait plus très bien, dont on ne sait plus très bien quoi faire, pour dire les choses d'une manière un peu brutale. Donc on voit bien que la situation de la France, qui en ce sens peut se comparer à la situation d'autres pays industriels, elle est marquée par cela. Il y a un troisième ou quatrième élément, c'est que je pense qu'au niveau de l'Union européenne, il y a une sorte de complexe très enraciné par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne serait la grande puissance industrielle européenne. D'ailleurs, on peut dire que c'est le cas. Mais en quelque sorte, la comparaison avec l'Allemagne telle qu'elle est présente dans le débat public est régulièrement au désavantage de la France, sans que soient bien mesurés peut-être les avantages comparatifs français. Et je crois que nos élites politiques, ou en tout cas ceux qui nous gouvernent, sont sans doute dans une situation vis-à-vis de l'Allemagne. Ils abandonnent trop facilement, sans doute, la défense d'une forme de nationalisme industriel. D'accord. Bah, Bruno Grandjean, je me tourne vers vous. Vous aussi, vous allez avoir le droit à une question facile. Alors déjà, bon, vous êtes libre évidemment de nous donner votre constat sur les questions qu'on a abordées. J'aimerais savoir aussi, parce qu'on a évoqué rapidement l'esprit de délocalisation du patronat des années 80 qui est obsolète tant sur le plan social que sur le plan écologique aujourd'hui. Quelles sont les pistes que, disons, l'avant-garde éclairée du patronat peut nous proposer aujourd'hui, et à quel point justement ce patronat industriel il est hétérogène? Bonjour à tous. Oui, effectivement, est-ce qu'il y a un patronat éclairé? Vous posez une vraie question, c'est un peu méchant, mais effectivement, on sort d'une période absolument terrible pour l'industrie française, où elle a été finalement rejetée de tous côtés. Elle a été rejetée effectivement
par les intellectuels. On a parlé d'une société post-industrielle. C'était fini, comme l'agriculture était devenue l'industrie allait se transformer dans les services. Donc, premier problème. Moi-même, à la tête d'une grosse PME, d'une ETI, comme on dit, une entreprise de petite taille, mais qui est multinationale, car fortement exportatrice, j'avais l'impression d'avoir fait un mauvais choix, d'être dans un métier qui avait vocation à disparaître. Et donc, c'est le départ, une analyse de la société française, comme quoi l'industrie était une espèce en voie de disparition et qu'on allait uniquement aller vers une société de services ou une société dans laquelle les usines n'avaient plus leur place. Et il faut reconnaître que cette idéologie, elle a eu une grande force, car l'industrie, c'est ce qui a construit le modèle social, c'est ce qui a construit, dans l'opposition à l'industrie en grande partie, c'est le mouvement social s'est construit du fait de l'oppression, des relations du travail qui avaient cours dans les usines. La France, notamment, a connu une très grande conflictualité liée aux usines. Moi, je connais un industriel qui a une usine qui est à Fourmies dans le Nord, un endroit où il y a eu des morts, où il y a eu la troupe a tiré sur des ouvriers, mais c'était dans les années du début du 19e siècle. Et aujourd'hui, l'industrie, elle s'est totalement transformée. L'industrie, en très grande majorité, ce sont des emplois nobles, ce sont des emplois très qualifiés, ce sont des carrières longues, ce sont des salaires au-dessus de la moyenne. Et donc, finalement, l'association que je dirige, qui s'appelle l'Alliance pour l'industrie du futur, elle a vocation à montrer la réalité des usines aujourd'hui, de l'industrie. Et comme ça a été très bien dit auparavant, l'industrie, c'est un élément de souveraineté. Un élément de souveraineté très important pour notre pays et dans lequel on a connu des erreurs catastrophiques, une des dernières étant la prise de contrôle de Alstom et notamment de la filière des turbines, qui est essentielle. Derrière chacune des ampoules que vous voyez là, derrière, il y a une turbine. Sans doute une turbine à gaz ou à vapeur, une de celles dont vous parlait Jean-Louis Vignolot. Donc, notre vocation à nous, industriels éclairés, puisque j'aime bien cette expression, on va la reprendre, c'est de montrer quel est l'intérêt de l'industrie aujourd'hui pour notre pays, montrer que produire en France, c'est bon pour la planète. Juste un chiffre, l'intensité carbone des process industriels en France par rapport à la Chine, il y a un rapport de 1 à 10. Pour produire une tonne d'acier en France, la signature carbone est très inférieure, et ce n'est pas uniquement le transport. C'est le fait que malgré tous nos défauts, malgré ces retards, nous sommes conscients de ce besoin de processus industriels vertueux. Et donc c'est vraiment autour de ce sujet qu'il faut travailler. Je crois réconcilier les Français, la France avec son industrie, avec ses usines. Et c'est un sujet très compliqué car cette compétition, elle est absolument terrible et nous ne pouvons pas nous en affranchir. C'est la deuxième chose que je voudrais faire passer, c'est qu'à la fois nous devons reconstruire une industrie, mais le protectionnisme, le fait de mettre des barrières ne fonctionnera pas. Car les process industriels aujourd'hui sont très intégrés. Je suis intimement persuadé que même dans une turbine produite à Belfort, vous allez trouver des roulements spéciaux qui vont être faits en Suède, vous allez trouver des joints qui vont être produits aux États-Unis, vous allez trouver un certain nombre de robots qui seront faits en Allemagne, vous allez trouver des technologies qui n'existent plus en France. Et donc, l'échelle de construction d'une industrie aujourd'hui, de reconstruction d'une industrie plus verte, plus performante encore, c'est un échelon à minima européen. Et j'ai assisté à la fin des débats de la table ronde précédente et je suis un petit peu traumatisé par le fait qu'on ne parle que franco-français. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Le bon échelon, c'est au minimum l'Europe, c'est sans doute même au-delà. En tout cas, l'industrie, c'est à cette échelle-là qu'elle se construit. Voilà quelques remarques préliminaires. Là, je vous interpelle du coup parce que vous dites que voilà, on peut très bien imaginer un protectionnisme modulable et intelligent, dans le sens où aujourd'hui on a l'Allemagne qui fait du protectionnisme, on a le Japon, la Russie, les États-Unis, la Chine qui en font. En fait, tous les pays qui arrivent à pousser une industrie, c'est aussi par des politiques de protectionnisme. Alors on connaît l'extraterritorialité du droit américain, c'est du protectionnisme biaisé, c'est malhonnête, mais de fait il y a des volontés publiques qui appuient le secteur privé. Donc. Alors, le protectionnisme, à mon avis, il faut toujours y penser, jamais en parler. Et nous, en France, on fait l'exact inverse, c'est-à-dire qu'on en parle toujours et on n'y pense jamais.
effectivement, tout le monde ne pense qu'à ça, protéger ses intérêts. Ça, c'est partout dans le monde, on protège ses intérêts. On pense que ces usines sont plus importantes que celles des autres et on met en œuvre un certain nombre de techniques qui vont effectivement avec du juridique. Et dans la prise de contrôle d'Alstom, il s'est passé des choses assez compliquées aux États-Unis, mais dans lesquelles une forme de détournement du droit a sans doute joué. On peut jouer aussi sur de la copie, sur la propriété intellectuelle, les brevets, détourner un certain nombre de choses. Donc, la France doit, dans ce domaine, effectivement, être beaucoup moins naïve. C'est une certitude. Mais ceci étant, je pense qu'il n'y a pas d'avenir sans un minimum d'échanges internationaux. Il faut bien comprendre que notre prospérité, et vous n'avez pas un seul produit, vous savez, ce produit-là, il est de conception américaine, il est fabriqué en Chine. Mais en fait, dedans, il y a du Made in France. Par exemple, ça, personne ne le sait. On fabrique des puces chez ST Microélectronique qui sont en France, qui sont des puces essentielles à la réalisation de ce type de produit. Donc, si l'on fermait les frontières, c'est une régression terrible. Aujourd'hui, les chaînes de valeur sont très intégrées. Des sociétés comme, j'allais dire Alstom, comme General Electric à Belfort ou la société que je dirige, exportent à 80, 90, 100% parfois. Donc, il faut accepter de jouer ce jeu, effectivement, sans être naïf. Et ce protectionnisme, il faut y penser, encore une fois, défendre ses intérêts, demander de la réciprocité, mais ne pas être non plus dans une forme d'agression qui nous reviendra directement, qui aura pour nous plus d'inconvénients que d'avantages. Un dernier petit mot. Je pense quand même qu'il faut aborder le sujet, et je crois que c'est au cœur de vos réflexions, de la signature carbone, de l'empreinte carbone des process industriels. Et là, tout autant une taxe me semble peu souhaitable, une taxe carbone, mais une contribution carbone pour essayer de mettre à même niveau des process industriels et faire en sorte que ceux qui produisent en respectant moins l'environnement, eh bien, se voient, en tout cas, est une forme d'équilibrage de la compétitivité, qu'on rééquilibre la compétitivité sur ce sujet, et sans forcément les taxer, mais tout en les obligeant à avoir une partie des revenus qu'ils tirent de ces exportations qui ne respectent pas l'environnement, qui soient réinvestis dans l'amélioration de leurs process industriels. Je pense qu'on doit réfléchir à ce genre de choses, des mécanismes d'équilibre qui permettent un système vertueux et qui ne soit pas une forme désuète de protectionnisme. Encore une fois, c'est un grand risque, le protectionnisme. On peut même penser qu'il a conduit dans les années 30 à des déséquilibres mondiaux dont on sait les conséquences. Donc voilà ce que je voudrais dire de manière un peu rapide. Bon, les historiens ne sont pas forcément tous d'accord là-dessus. Lucille, tu veux rebondir? Sinon, on passe à... Juste une petite chose à propos de l'Union européenne, parce que je ne voudrais pas empêcher Jean-Louis de parler, mais il me semble que le sujet sur l'Union européenne, c'est surtout qu'elle s'est structurée d'abord sur la question de la politique commerciale. On sait bien que la politique commerciale, ça a été une politique qui a été donnée à la Commission européenne et qu'elle en a fait un élément extrêmement structurant, c'est la doctrine du libre-échange, et que du coup, toute la coopération industrielle qui s'est faite au niveau européen, elle s'est faite entre États. On sait qu'il y a des éléments de très grande réussite. Le plus connu, c'est évidemment Airbus. Mais aujourd'hui, pour que ça fonctionne à l'échelon européen, il faut au moins rééquilibrer les valeurs qui sont portées par les traités et faire en sorte que la question de la libre concurrence et la question du libre-échange ne soient plus les seules valeurs cardinales de l'Union européenne. Et je développerai là-dessus plus tard. D'accord. Du coup, moi, je vous propose peut-être d'illustrer un peu ce qu'on s'est dit à travers l'exemple qui a été évoqué, mais d'Alstom et maintenant General Electric avec vous, Jean-Louis. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter de manière synthétique le scandale d'Alstom, pour que ce soit bien clair pour tout le monde? Alors, oui, je vais essayer de faire un petit résumé que j'ai préparé pour cette intervention. Mais je vous recommande de regarder tous la guerre fantôme. Donc là, vous avez un document qui dure à peu près une quarantaine de minutes de mémoire. Voilà, un documentaire qui était passé sur LCI et que vous pouvez retrouver sur YouTube, j'imagine. C'est ce qu'il faut regarder pour avoir la réponse. Mais je vais essayer de vous donner un aperçu. En fait, tout ça s'inscrit dans un contexte de guerre économique. Guerre, ça a l'air d'être un mot un peu fort, mais il y a des armes qui sont développées. On a parlé de l'extraterritorialité. Hop, je ne vais pas y arriver celui-là. Alors, l'extraterritorialité. Ah ben non. On a compris.
Territorialité. Voilà. Donc c'est ça, des lois américaines. Alors, ces lois, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elles concernent tout acte qui a lieu dans le monde à partir du moment où il y a une utilisation d'un produit, d'une monnaie, d'un vecteur contenant une pièce américaine ou un service américain. Donc si vous utilisez par exemple un PC, si vous utilisez Google, si vous faites des échanges en dollars, là vous êtes potentiellement soumis à cette loi. Et comme l'a dit monsieur Grandjean, la plupart de nos équipements, ils contiennent des objets d'origine américaine. Donc grosso modo, tout le monde est concerné. Alors ces lois concernent, en fait, visent particulièrement les entreprises. Mais là où les Américains sont malins, elles visent non seulement les entreprises, mais elles visent les personnes à l'intérieur de ces entreprises, et notamment les décideurs. Et on va voir en quoi c'est important. Donc comment ça se passe ? Alors je suspecte, mais on ne m'a pas confirmé quand j'ai posé la question, mais je suspecte que des agences du gouvernement américain comme la NSA sont impliquées dans ces manipulations. Il y a une détection des actes délictueux des entreprises concurrentes, principalement des entreprises américaines. Donc il y a une sorte de repérage. Ah, là, ils ont fait quelque chose de pas bien. Donc on commence à accumuler des preuves. On commence à suivre l'entreprise. On accumule encore d'autres preuves. Et une fois qu'on a constitué le dossier, commence l'attaque. Et là, l'attaque, elle est dirigée, contre l'entreprise. Donc, on va, le DOJ, le département de la justice américaine, va établir un montant de pénalité. Alors, ce n'est pas des euros, hein, c'est des millions d'euros, des milliards, suivant la taille de l'entreprise. Il va y avoir une pression, comme je vous ai dit, sur les décideurs. Ce n'est pas l'entreprise qui va payer. On va mettre la pression. Et dans le cas d'Alstom, la pression était sur Cron. Et on lui a bien fait comprendre que la pression était là, parce qu'un de ses lieutenants, M. Perrucci, là, quand il est passé aux États-Unis, eh ben, il a fait un tour par la case prison, et il n'en est pas sorti pendant un grand moment. Et l'idée pour les Américains, à mon avis, c'était de dire à M. Cron, si tu ne rentres pas dans le jeu, eh ben, c'est ce qui va t'arriver à partir du moment où tu passeras par les États-Unis. Et tous les actifs d'Alstom aux États-Unis, bien sûr, étaient pratiquement menacés. Donc là, on a travaillé la viande, si vous me permettez l'expression. En parallèle, GE a commencé une campagne de communication dans la presse française. Moi, je me rappelle de Jeff Immelt, qui était alors le PDG de l'entreprise, qui a dit « La France va devenir la seconde maison de GE, après les États-Unis ». Donc, tout un tas de communication bienveillante, positive, on va investir, on va défendre, on est très bien avec nos collaborateurs français. En plus, on a une longue, et ça c'était le seul truc vrai, on a une longue collaboration avec EDF sur l'introduction des nouvelles turbines à gaz. Donc, tout allait bien. Et là, ça s'est décidé. Donc, Montebourg, d'ailleurs, a été mis, qui était alors ministre de l'économie, a appris un jour que, ben voilà, Alstom allait être, la partie énergie d'Alstom allait être cédée à General Electric. Bon, là, c'était les épisodes qui sont très bien racontés dans le film. Donc je vais passer un petit peu vite, mais ça a permis, bilan de tout ça, ça a permis à General Electric et derrière l'État américain de mettre la main sur nos technologies. Je vous rappelle quand même qu'Alstom, c'est une longue histoire technologique. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années de recherche et développement, des produits qui sont les meilleurs au monde, comme Arabelle, hein, la turbine qui est derrière les centrales nucléaires. Et donc, les Américains ont mis la main sur ce trésor de guerre. Et j'insiste, et c'est pour ça que c'est une guerre. C'est qu'ils ne nous en veulent pas particulièrement, hein, c'est pas nos ennemis, qu'on se comprenne bien. Mais derrière, ils ont établi une stratégie
ils sont partis en conquérant, ils ont réussi leur tour de force, et derrière, ils ont mis la main sur le trésor. Et maintenant, c'est fini. C'est fini. Alors le trésor, c'était quoi dans notre cas, bon, nous, sur les turbines à gaz, c'était un peu plus vieux, c'était en 99. Quand les Américains arrivent, et puis je suppose les Japonais ou les autres, hein, ou les Français quand ils vont ailleurs, ils mettent la main sur la trésorerie, ils mettent la main sur la propriété industrielle, ça c'est les deux premières choses. Et puis ensuite, l'idée c'est de rester un peu de temps pour mettre la main sur le savoir-faire, parce que ça c'est quelque chose qui est plus dur à acquérir et on ne peut pas y mettre la main dessus directement, il faut apprendre. J'ai presque fini. Ensuite, vous passez à la moulinette. Alors là, la moulinette, c'est les réductions de coûts. Donc, il n'y a plus d'investissement, plus de développement. Et la machine, elle est là pour sortir de l'argent. Mais votre outil industriel s'érode. Et petit à petit, vous devenez de moins en moins compétitif. Et vous arrivez à notre situation aujourd'hui où on nous propose un plan de licenciement. Bon, politiquement correct, on dit un plan de sauvegarde de l'emploi. Mais comme je suis syndicaliste, je vais dire plan de licenciement. Et à terme, notre entreprise sera cédée sûrement, je ne sais pas à qui, mais c'est une des craintes, dans un état assez déplorable. Pour vous donner un petit ordre de grandeur quand même, dans les années 2004, 2005, 2006, on était à peu près 2000 personnes, on est toujours, là on est 1800, mais on était 2000 personnes, et pour vous donner un ordre de grandeur, on faisait 2 milliards de chiffre d'affaires par an, à 2000 personnes. Faites le calcul, vous allez voir, avec des marges indécentes. Donc on rapportait à l'économie française 2 milliards par an. Rien que nous, 2000. Donc la puissance de l'industrie, quand elle est bien utilisée, ça peut être considérable. Alors je ne vous parle pas des brevets également qu'on déposait, et puis maintenant c'est fini. Enfin, j'espère que vous sentez ma tristesse, parce que c'est quand même quelque chose de triste, surtout pour un ingénieur, un amoureux de la technologie, de la technique, de voir tout ce massacre industriel. Donc voilà ce que je dirais sur l'affaire d'Alstom. Oui. Alors, ça n'a pas une grosse importance, mais c'était en fait, c'était une de mémoire, c'était des pots de vin qui avaient été versés en Malaisie, mais sous toute réserve. Hein, mais c'est une histoire comme ça. Évidemment, je pense qu'on est beaucoup à partager cette frustration de voir ce patrimoine technique dilapidé. Lucille, tu veux rajouter un mot ? Oui, moi je trouve que ce qui est important, c'est de réaliser, à travers ce que vous nous racontez, une espèce d'opération de brigandage organisée. Et au fond, ce que vous décrivez, c'est des processus. Vous dites que ça commence par la trésorerie, ensuite il y a les brevets, et ensuite il y a la question du savoir-faire. Donc c'est des processus en fait où on vide certains lieux qui sont des lieux emblématiques, historiques, et d'ailleurs on vide de sens toute une histoire en fait technologique, industrielle, ouvrière aussi. Donc c'est quelque chose qui participe, tout ça c'est l'histoire française et c'est l'histoire de la structuration, ça a été rappelé par Bruno Grandjean aussi de nos combats démocratiques, c'est le droit de grève, tout s'est constitué en France autour quand même de l'industrie. Et au fond ce qui est assez passionnant, c'est que vous racontez un brigandage avec complicité de ceux qui gouvernent et en fait des acteurs officiels. Donc c'est en ce sens que la question de l'impuissance et du sentiment d'injustice est renforcée. Et moi, je voulais quand même rebondir là-dessus pour dire deux choses, puisqu'on doit parler d'écologie populaire aujourd'hui, c'est le titre de la journée. On a esquissé le fait que peut-être l'industrie verte, ça existait, mais on voit bien, à travers ce que vous venez de nous dire, que quelque part, cette question du verdissement de l'industrie, on a presque l'impression que par rapport à l'ampleur du drame qui s'est passé, ça serait même parfois presque un peu de l'hypocrisie. Enfin, je dis les choses comme je le pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le langage qui est utilisé pour articuler la question de l'écologie et la question industrielle, on est d'abord sensible à la question du drame humain, à la perte de puissance nationale, et on a l'impression que n'importe qui peut dire qu'il va verdir l'industrie
qu'ils soient d'ailleurs américains, français ou autres, mais qu'en tout cas, ça peut faire partie d'un discours de communication pour faire oublier ce qui est le plus grave. Donc à partir de là, moi je voudrais dire plusieurs choses, parce que je pense que le sujet aussi de notre table ronde, c'est de faire interagir pour l'instant des univers qui sont assez disjoints. C'est-à-dire que quand on parle d'écologie, on a quand même une relation à la technologie, à l'innovation, qui est souvent une relation de méfiance. C'est-à-dire que l'écologie, ce n'est pas seulement l'empreinte carbone ou la décarbonation, c'est aussi la préservation de la biodiversité, c'est aussi l'idée qu'on ne peut pas assimiler progrès technique et progrès. Et donc, il y a quelque chose à organiser dans notre échange sur le fait que vous nous disiez aussi comment vous imaginez que ce savoir-faire français industriel, il pourrait quelque part rejoindre un objectif de transition, ou plutôt de transformation écologique et sociale, où chacun ait sa place et où on inaugure une nouvelle manière, enfin un nouveau modèle économique, alors que pour l'instant, on est dans un modèle court-termiste de combat sans merci entre puissances, où il y a du drame social, il y a beaucoup d'utilisation de crédits publics à fonds perdus, et puis il y a une Union européenne, moi je voulais rebondir là-dessus, qui n'arrive pas à jouer vraiment son rôle, puisqu'elle est d'abord structurée, comme je le disais tout à l'heure, autour du principe de libre-échange, de libre concurrence, et que la question de la politique industrielle, ça existe au niveau de l'Union européenne, mais ça reste un domaine relativement nouveau, plus marginal, etc. Je voudrais aussi, dans ma série de remarques, faire remarquer que, par exemple, quand on en parle d'emploi vert aujourd'hui, on ne sait pas du tout de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on associe souvent les choux et les carottes. C'est-à-dire que dans l'emploi vert, on met à la fois un ingénieur très qualifié, quelqu'un qui s'occupe de la collecte des déchets au niveau le plus local, des niveaux de salaire parfois très faibles, d'autres plus élevés. Et au fond, on peut dire aussi que pour les industriels, cette question de l'emploi vert reste quelque chose, en tout cas en devenir. Je rappelle que l'Organisation internationale du travail dit qu'il ne s'agit pas vraiment du sujet des emplois verts, mais plutôt des emplois verdissants, et qu'elle emploie d'ailleurs un exemple industriel pour qualifier ce que pourrait être un emploi vert. Elle dit qu'un ouvrier du secteur automobile qui construit une voiture électrique ou une voiture hybride, il est déjà quelque part dans l'emploi vert. Donc moi, j'aimerais aussi vous faire réagir par rapport à ça, par rapport au drame que vous avez vécu. Comment est-ce qu'on fait en sorte que cette question de l'écologie puisse donner le sentiment qu'il y a un futur, une perspective ? Comment est-ce qu'on fait aussi du côté des écologistes pour surmonter quelque part cette méfiance vis-à-vis de l'innovation technique et l'idée que la sociologie des industriels, c'est quand même pas a priori, c'est pas a priori des écologistes. Il y a une culture antinucléaire qui est forte dans une grande partie de l'histoire des Verts français. Donc comment est-ce qu'on fait, moi je pose cette question, pour imaginer une interaction entre ce monde industriel et ce monde écologique, et comment est-ce qu'on fait aussi pour rendre, dans ce cas-là, l'écologie plus populaire, puisque je ne sais pas comment a été définie l'écologie populaire ce matin, mais il me semble que c'est à la fois l'idée dans l'écologie populaire, d'abord qu'elle n'existe pas, qu'on la poursuit, que c'est de l'ordre d'un slogan, mais qu'aujourd'hui ça reste un modèle de vie et de qualité de vie qui n'est pas permis à ceux qui ont moins de moyens que les autres. Ça reste aussi l'idée que la conversion écologique, elle fait des gagnants et des perdants, et que les perdants seront souvent ceux qui aujourd'hui sont dans l'emploi industriel. Et puis, il y a un des aspects extrêmement positifs, c'est aussi que l'écologie devenant plus populaire, aujourd'hui, de manière générale, tous ceux qui composent la société française ont envie d'être partie prenante d'une meilleure qualité de vie, d'une meilleure santé, d'une meilleure alimentation, et dans leur emploi, ça a été rappelé régulièrement par beaucoup de jeunes, dans leur emploi, ne pas avoir le sentiment qu'ils dissocient des engagements écologiques et des emplois au service du progrès, du futur, et pourquoi pas de leur nation. Donc moi, il me semble que ces questions-là, il faut aussi qu'on les traite. Oui, c'est justement l'objet de mes prochaines questions, parce que tu l'as très bien dit, en fait, il s'agit peut-être avant tout de définir ce que c'est qu'une industrie verte, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'elle concerne. Du coup, je me tourne vers vous, Bruno Grandjean. Vous présidez du coup l'Alliance pour le futur de l'industrie. Comment est-ce que vous voyez l'industrie française 4.0 ? Alors, le problème a été très bien posé par Lucille Schmitt. Je crois qu'elle a très bien trouvé les principaux thèmes. Je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est que les industriels, effectivement, ce sont des gens qui évoluent dans un monde économique, bien entendu, mais ils ont quand même conscience du problème. Ils ont aussi des enfants, ils ont aussi
conscience qu'aujourd'hui, on a face à un enjeu de société majeur, qu'on a à faire face à un enjeu majeur. Mais ils sont dans un système économique dans lequel, aujourd'hui, il y a des contraintes très fortes. Déjà, les consommateurs, sont-ils prêts à payer, sont-ils prêts à s'inscrire dans cette démarche écologique? Deuxième contrainte, l'Europe. Est-ce qu'on peut gérer une mutation aussi importante dans un système ouvert aux 4 vents? On peut en douter. Vous savez, un serpent, quand il fait une mutation, quand il mue, quand il change de peau, quand il mue, eh bien, il se cache parce qu'il sait qu'il peut être croqué assez facilement parce qu'il est affaibli. Donc, si on doit gérer cette mutation, moi, j'ai horreur du terme protection. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'Europe soit une puissance douce, mais une puissance, et qui défende ses intérêts, et qui dise que la planète, il n'y en a qu'une, que les émissions de CO2, c'est un problème commun, et que si certains pays ne jouent pas le jeu, on ne peut pas laisser nos industriels en face à face avec ces pays qui emploient en plus des moyens, on en a parlé, juridiques et autres également, du pillage de technologies, de la non-réciprocité dans les différentes conditions d'évolution. Un industriel en Chine, je peux vous dire que c'est très compliqué. Personne ne le sait, mais il ne peut pas rapatrier ses bénéfices, par exemple. Il est souvent obligé de faire une joint venture. On va lui prendre une partie de son savoir-faire assez facilement. Donc, s'il n'y a pas cette Europe puissance qui permet d'équilibrer le jeu, eh bien, on sera assez vite sans industrie. Car finalement, c'est l'intérêt de tout le monde qu'il n'y ait plus d'industrie en Europe. Tout le monde est content qu'il n'y ait plus d'industrie. Il n'y a plus ces fameuses cheminées qui fument. Vous savez, alors, elles fument plus loin, on ne les voit plus. Hein, on importe le CO2 à l'extérieur. Donc, de l'extérieur. Donc, cette désindustrialisation, elle intéresse tout le monde. Pour beaucoup de patrons, on garde des centres de recherche en Europe, en France, et puis les usines, on va les faire très loin. Et donc, tout le monde est content de ce système. Pour lutter contre, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience collective et un travail collectif qui soit mis en place, dans lequel l'Europe a effectivement un rôle majeur à jouer, de défendre nos intérêts. Et je crois que l'Europe a tous les défauts du monde, mais c'est quand même un endroit absolument fabuleux. On fait des efforts, on est sincèrement engagé dans cette transition. Et donc, je crois qu'il faut ajuster nos traités, car l'Europe, aujourd'hui, elle ne fait que ce qui est dans les traités. Hein. Elle n'a pas elle se comporte comme les traités lui demandaient de se comporter. Peut-être un exemple d'un beau projet d'industriel international aussi, pour bien montrer que des efforts sont faits. Quelque chose dont on ne parle jamais. Moi, j'ai organisé à Marseille une manifestation qu'on appelle l'usine extraordinaire. On monte les industriels, les techniciens, les opérateurs, les ingénieurs de l'industrie échangent avec des jeunes, avec le grand public. Et on avait au cœur de cette manifestation notamment le projet ITER. Le projet ITER, c'est un projet dont on ne parle jamais en France, mais c'est un projet de créer une énergie la plus propre possible, qui est basée sur la fusion des atomes, comme cela se passe dans les étoiles, dans le Soleil. Eh bien, ce projet, il réussit à réunir des industriels d'un peu partout en Europe, un peu partout même à travers le monde, et donc réconcilier aussi avec le progrès technologique et technique. Les Français me semble être une cause majeure. Au XIXe siècle, le progrès a été sanctifié. Hein, c'était le positivisme. On allait supprimer les guerres, on allait supprimer tous les malheurs humains grâce à l'industrie, au progrès technique et scientifique. On a découvert à travers la bombe atomique, à travers la Seconde Guerre mondiale, à travers même la Première Guerre mondiale, qui est une première guerre industrielle, que le progrès avait deux faces. Mais pour autant, il a aussi une face positive. Et il faut réconcilier, je crois, les Français avec cette face positive. Nous pouvons trouver des solutions, mais encore faut-il que ce soit un vrai projet européen et que nous en fassions quelque chose, que nous acceptions une forme de conflictualité avec les blocs que sont les États-Unis et la Chine notamment, qui ne sont pas dans cette idée-là. La notion de pollution est prise en compte, mais pas la notion climatique. Pour eux, ce sont des climato-sceptiques. Très clairement, pour eux, ce n'est pas un problème. Et donc, si nous ne nous défendons pas, eh bien, nous ne pourrons pas, je pense, créer ce système industriel. Cette industrie verte est beaucoup plus vertueuse que sincèrement, je pense, beaucoup d'industriels souhaitent faire, mais dont les conditions économiques ne sont pas remplies aujourd'hui. D'accord. Je vous propose qu'on essaye de dénouer un peu ce que concrètement serait cette industrie verte. Lucile Schmitt, qu'est-ce qu'il faudrait produire en France
Et sous quel modèle d'intégration territoriale? Est-ce qu'il faudrait multiplier les petites unités de production type Fab Lab ou plutôt se pencher sur des grands ensembles de production? Moi, j'aurais tendance à dire que, d'abord, je ne sais pas s'il faut faire des Fab Labs ou des grandes unités de production. Je crois que le sujet, c'est surtout de réfléchir au modèle de société qui peut être le modèle de demain. C'est-à-dire que j'entends l'usine du futur, mais au fond, la question qui est devant nous lorsque on est convaincu que la question écologique va être centrale par rapport à l'avenir de l'humanité et de la planète, c'est le modèle de société qui permet d'organiser cet avenir commun entre nous et ceux qui ne sont pas des êtres humains, les êtres non humains, comme dit Bruno Latour. Et donc tout le sujet, c'est de réfléchir, à mon avis, n'adoptant pas l'optique catastrophiste, ni l'optique de croyance aveugle au progrès technique, l'optique de géo-ingénierie, comme on a tendance à le dire. Et donc, il reste à inventer cette troisième voie, cette espèce de ce modèle de société, qui est un modèle de société où, certes, la question du progrès et d'une prospérité, mais sans croissance, pour l'instant, ça renvoie beaucoup à des oxymores dans notre tête, dans nos habitudes culturelles. Donc, il faut inventer ça. À partir de là, j'aurais tendance à dire que je raisonnerais plutôt à l'envers, c'est-à-dire que je dirais que je partirais du modèle de transport qu'il nous faut, du modèle de logement qu'il nous faut par rapport à cette société, pour imaginer le modèle de production. Je pense que cette articulation entre l'offre et la demande, elle est essentielle. Je suis assez frappée de voir, par exemple, que nous restons... il y a eu un rapport très intéressant qui a été fait au moment de la grève de la SNCF de l'année dernière, un rapport de la CGT très intéressant sur le plan économique qui expliquait comment nous restons dans un système où aujourd'hui il y a une asymétrie de subventions entre le train et la voiture qui est importante, mais qu'on ne mesure pas parce que la subvention au routier, elle est devenue complètement invisible et elle fait partie quelque part du cadre général dans lequel nous réfléchissons. Donc il y a quelque chose à voir sur ce modèle de transport, sur cette question du logement, sur cette question évidemment du travail. Il y a aussi la question des modèles de solidarité et c'est à partir de là certainement que je concevrais plutôt le modèle de production industrielle. Après, toute la difficulté, je crois, c'est que là, dans la table ronde, on discute sur la relocalisation, sur au fond l'idée qu'il faut que nous prenions en considération que produire localement, c'est bon par rapport à l'empreinte écologique, ça permet de décarboner, c'est bien. Il ne faut pas oublier aussi la question du facteur biodiversité. Et j'observe que quand on a fait l'accord de Paris en 2015, on ne prenait stricto sensu qu'en considération la question climatique et pas la question de la biodiversité. On sait maintenant, heureusement, on articule systématiquement dans le discours, mais je ne suis pas sûre qu'on ait déjà le bon diagnostic sur la manière de mettre en place des solutions de production industrielle qui soient meilleures sur le plan climatique et qui ne soient pas destructrices sur le plan de la biodiversité. Par exemple, lorsque vous dites, Bruno Grandjean, qu'en Chine, on prend en considération la pollution mais pas la question climatique, sans doute, mais parce que ce pays a été ravagé sur le plan de la biodiversité et sur le plan de la pollution et de la santé. Donc comment est-ce qu'on fait, quand vous discutez avec des spécialistes des questions climatiques et d'autres de la biodiversité, ils vous disent qu'il y a certaines solutions bonnes pour le climat qui ne sont pas forcément bonnes pour la biodiversité, par exemple. Donc on est dans des enjeux très complexes. Après, ce qui me semble, c'est qu'il y a une chose que j'entends dire depuis maintenant une trentaine d'années, qui est qu'il faut mieux faire le lien entre la recherche, innovation, le monde donc universitaire de la recherche et le monde économique, la recherche appliquée, qu'il faut aussi que les consommateurs soient plus actifs. Donc on voit bien que tout ça renvoie à une espèce de chaîne démocratique qui fait qu'il faut réintégrer en fait au cœur des raisonnements économiques davantage d'interaction avec la société telle qu'elle est et non plus considérer qu'il y a des domaines d'expertise ou des domaines de technicité qui échappent quelque part d'abord à ceux qui sont les techniciens. Au fond, c'est ce que vous nous avez décrit. Vous nous avez décrit dans ce qui s'est passé dans le drame d'Alstom, le fait que jamais, à aucun moment, ceux qui étaient réellement au cœur en fait, d'un attachement à l'entreprise n'ont été véritablement consultés, parties prenantes, etc. Donc je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiscation démocratique auquel il faut remédier aussi. Je ne sais pas le dire, mais il y a quelque chose d'assez poignant dans ce que vous avez raconté sur le fait que vous étiez en permanence mis devant le fait accompli et que vous assistiez à l'organisation d'un malheur qui vous dépassait infiniment parce que c'était une forme de malheur national, ce que vous avez décrit, mais que on vous disait que c'était pour faire votre bien. Ou on vous disait rien. Bon.
Mais en tout cas, moi, il me semble que donc, ce qui est devant nous, c'est pas forcément de dire tout de suite il faut des petites unités ou des grosses unités, il faut un modèle soviétique ou algérien, ou il faut un modèle de décentralisation. Il y a sûrement quelque chose à organiser du côté des territoires. Ça, c'est quelque chose d'important dans l'écologie et aussi sur la question sociale. Mais je crois qu'il y a aussi à imaginer ce projet commun de société plus écologique où l'industrie a sa place, où la technique a sa place, et que là-dessus, il faut organiser quelque chose où les citoyens consultés ou parties prenantes ne soient pas seulement ceux qui habitent les métropoles, mais soient aussi ceux qui sont parties prenantes dans les usines. Voilà, on est dans cette situation où l'ensemble des parties prenantes doit aussi mobiliser ceux qui aujourd'hui se voient comme des perdants de ce qui est en train de se passer. Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Lucile, tu as évoqué ce rapport de la CGT, et Jean-Louis, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est justement de plus en plus, en fait, les syndicats comprennent qu'ils ne peuvent pas se contenter d'un rôle de défense de quelque chose qui les submerge, mais qu'ils doivent aussi produire de la proposition, donner à voir un horizon constructif, politique. Qu'est-ce que vous, par exemple, chez General Electric, en tant que CGC, vous proposez pour l'avenir du site, par exemple? Bon, déjà, on essaye d'agir en intersyndical, parce que les enjeux, bien sûr, dépassent les chapelles syndicales, qui sont nombreuses, mais on essaye d'agir ensemble. Et puis, deuxièmement, ce qu'on essaye de faire surtout, c'est de sortir de l'entreprise. En fait, il faut bien que notre communauté, elle réalise qu'on est les seuls à pouvoir parler de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. En fait, les journalistes n'ont pas accès à l'intérieur. Le judiciaire, la police non plus, sauf en cas de manquement grave. Mais dans la vie courante, il n'y a personne qui voit ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise. On est les seuls à avoir le droit, et je dis bien le droit, de parler à l'extérieur. Donc en fait, on a réalisé ça parce que à force d'être devant nos problématiques quotidiennes, on en oublie ça. Et le gros du travail qu'on a fait et la leçon qu'on a tirée de cet événement-là dramatique qu'on a traversé et qu'on va continuer à traverser, c'est qu'on a appris à aller vers l'extérieur. Donc on fait, et ça participe à ce que je fais là en ce moment, ça participe à ce mouvement, c'est-à-dire qu'on sort de l'entreprise, on raconte ce qui se passe, on essaye de faire comprendre aux gens que l'industrie, c'est des gens normaux qui sont dedans, hein. On fait des choses très bien dedans. On a réalisé au tout départ, parce qu'on était vachement frustrés au départ, quand on parlait aux politiques, quand on parlait à la presse, ils ne comprenaient rien, en fait. Parce que la chose est tellement secrète que quand on a déboulé avec nos problématiques et on utilisait des termes que personne n'avait jamais entendus. Par exemple, je réalise que turbine à gaz, oui, effectivement, ce n'est pas du langage commun, contrairement à ce que je pensais. Et donc, la deuxième étape après cette frustration, ça a été d'être lucide et puis de dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne comprennent pas? Et en fait, on est sorti de l'entreprise pour aller vulgariser vers les journalistes, pour aller vulgariser vers les politiques. Et en fait, derrière, on s'est aperçu que quand on expliquait ce qui se passait, d'un coup, on avait cette mobilisation de la presse. D'un coup, on avait cette mobilisation de nos politiques locaux. D'un coup, on avait cette mobilisation citoyenne vis-à-vis de l'outil industriel, parce que c'est nos familles. Nous, à Belfort, c'est un peu moins prégnant à Paris, dans les grandes villes, les grands centres industriels, mais à Belfort, c'est General Electric, c'est Alstom, la ville. Si vous enlevez la ville, c'est mort. Donc, on représente à peu près, entre Alstom et General Electric sur Belfort, on représente à peu près 4000 employés sur une ville de 50 000. Quand vous pensez qu'un emploi industriel, c'est à peu près 3 à 4 emplois indirects, ça vous fait 12 000 à 16 000 personnes qui tirent leur revenu de cette entreprise. Si vous mettez 3 personnes par famille autour de ce salaire, ces revenus, eh ben vous avez à peu près la population de la ville. Donc si vous l'enlevez, il ne reste plus rien. C'est un désert.
Après, je pense que il y a eu parfois une opposition entre écologie et syndicalisme, parce que des fois les enjeux sont contradictoires. Mais si vous arrivez en tant qu'écologiste à dire « moi je suis pour une transition écologique dans une transition sociologique, sociale », nous, ça ne nous pose pas de problème. On préfère travailler sur des objets vertueux. Moi, je ne demande que ça. Si on me laisse faire, en plus, j'étais responsable de l'innovation, donc j'ai quelques idées. Mais je n'ai pas les moyens de faire ça. On ne me donne pas les moyens de faire ça à l'intérieur. Donc, il faut bien qu'on reprenne un peu la main sur ce qui se passe au sein des entreprises. Et là, ce qui se passe au sein de GE, c'est pour défendre les intérêts de General Electric, qui sont légitimes, mais qui ne sont pas ceux, pour le moment, de l'intérêt de cette communauté française. Donc, encore une fois, il n'y a pas à opposer ces deux mondes. Et on a parlé de fierté. Nous, on est souvent fiers de notre travail, comme beaucoup de monde d'ailleurs, mais si moi je travaillais, si on me laissait travailler sur des mécanismes hydrogène, je serais très heureux. Si on me laissait travailler sur le stockage énergétique, je serais très heureux. Si on me laissait travailler sur les réseaux intelligents, je serais très heureux. Encore une fois, il faut qu'on arrive à débloquer cette mécanique. Vous avez des forces à votre disposition à l'intérieur des entreprises qui sont là. Si vous leur dites pas « on va vous tuer parce que vous polluez », si vous leur dites « on va vous accompagner dans une transition sociale », il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Et ça fait un peu gilet jaune ce que je vous dis, mais en fait, si vous dites on va fermer votre entreprise, c'est notre vie, c'est notre famille, donc on ne peut pas accepter ça. Pas tout de suite en tout cas. Donc si on le propose avec une transition sociale, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Et puis effectivement, c'est ce que vous aviez dit dans votre précédente intervention, mais il y a une dimension d'urgence parce que entre-temps, avant que le politique impulse une nouvelle direction, on est en train de perdre du savoir-faire. L'outil industriel, il n'est pas entretenu, il se désagrège. Et du coup, moi, ça m'amène à une question pour vous, Bruno. L'outil productif français, le capital fixe, il subit un désinvestissement. Il faudrait investir beaucoup plus, notamment pour le rendre beaucoup plus écolo-compatible. Alors comment est-ce qu'on finance cette industrie de demain ? Bon, l'industrie, c'est vrai que c'est beaucoup de capital fixé, hein, ça reste des usines, des machines, et donc effectivement, on est toujours confronté à ce sujet. Alors, moi, je vais vous faire une réponse assez classique, mais qu'il ne faut quand même pas oublier. Et d'ailleurs, si on faisait l'histoire d'Alstom, ce que je ne serais sans doute pas capable de faire, mais je pense que c'est aussi un paramètre à prendre en compte, ce qu'on fait, c'est d'essayer de faire des bénéfices. Et en faisant des bénéfices, eh bien, on obtient cette indépendance vis-à-vis des financements, vis-à-vis de concurrents, vis-à-vis de prédateurs potentiels. Et l'industrie, et notamment les industries en Italie, en Suisse, en Allemagne, une de leurs recettes, c'est de s'auto-financer, c'est-à-dire d'être maître de leur destin. Ça, nous, en tout cas industriels, c'est généralement ce que nous préférons. Alors évidemment, face à des enjeux un peu structurels de changer des moyens de production, qu'il y ait des formules qui permettent d'aider, même si ce mot me fait mal, j'ai du mal à l'utiliser ce mot, parce que je ne crois pas qu'on ait besoin d'aide, on a surtout besoin d'être dans des conditions favorables. Mais il y a sans doute des besoins d'accompagnement, on va le dire comme ça, pour faire face à des besoins de mutation. Je parlais de ces mutations, de ces périodes où on change de modèle, où on s'adapte à un nouveau modèle, et là, il faut être en situation de pouvoir le financer. Mais ne pensons pas que l'État soit à chaque fois la seule et unique solution
solutions. Les industriels ont un intérêt eux-mêmes. Je sais que beaucoup de mon parc automobile, par exemple, passe à l'électrique aujourd'hui. C'est une évidence. Utiliser un diesel pour aller faire 10 km, c'est une aberration technologique. On passe à l'électrique et on le fait même s'il n'y a pas d'aide. C'est tout simplement un calcul de bon sens aujourd'hui qui nous pousse à aller vers ce... Voilà, alors l'électricité, si en plus c'est pas écologique, donc autant qu'on nous aide pas. Mais nous nous adaptons à un contexte économique en permanence et nous essayons de le faire avec nos propres moyens. Alors il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en place comme celle de la BPI il y a maintenant quelques années. Il y a des prêts verts, il y a un certain nombre d'outils, mais pour l'industrie, le principal outil c'est effectivement d'avoir des marges et d'être compétitive. Et dans ces conditions-là, elle peut s'adapter et éviter de se retrouver dans des situations de difficulté avec des prédateurs ou des ruptures technologiques auxquelles on n'est pas préparé. Et je peux vous dire que très sincèrement, il y a une dimension écologique aujourd'hui dans le management des entreprises, tout simplement parce que c'est une exigence de la communauté des salariés de l'entreprise. C'est une exigence d'intégrer cette notion-là et donc les choses se font sans forcément avoir besoin de ressources extérieures particulières. Alors, je vais te poser une dernière question, Lucile, et puis ensuite on ouvrira le débat à la salle. Une question qui est liée à ce que vous venez de dire. Comment est-ce qu'on fait pour circulariser l'économie, et notamment industrielle ? Je pense qu'il y a déjà... D'abord, une petite chose par rapport à la question des ressources, par rapport à ce que disait Bruno. Je pense que c'est très important de s'autofinancer, mais je pense que la collectivité, quand elle porte un projet, l'allocation des ressources publiques, privées, ça dit quelque chose sur les choix. Et donc, en ce qui me concerne, que l'Union européenne consacre davantage de moyens via la Banque européenne d'investissement ou que Ursula von der Leyen donne un contenu à ce qu'elle appelle le Green New Deal, je pense que c'est important parce que du temps de la commission Juncker, le plan Juncker n'avait pas mis du tout explicitement l'accent sur ce que pourrait être la construction d'infrastructures, de pôles industriels dans l'Union européenne sous l'angle écologique. Donc il y a à trouver des critères écologiques aujourd'hui sur l'utilisation des fonds déployés au niveau européen, fonds publics, fonds importants, qui sont d'ailleurs régulièrement pas dépensés parce qu'il y a des critères qui au fond sont pas adaptés à la réalité. Donc il y a quelque chose à faire sur priorité sur ce Green New Deal et puis des critères qui correspondent à la réalité des territoires et la manière dont il faut transformer l'outil. Circulariser l'économie, il y a plusieurs choses. Il y a actuellement le gouvernement a mis sur la table ce projet de loi qu'il appelle écologie du quotidien qui... Je ne sais pas très bien ce que c'est que l'écologie du quotidien. Il y a l'écologie, je ne sais pas, de la bravoure, des grands exploits, et puis du quotidien. Moi, je pense que le sujet, c'est plutôt de faire le lien entre les différents champs de l'écologie. Et en tout cas, c'est une loi qui est essentiellement justement sur l'économie circulaire, sur la question des déchets, sur le recyclage. Il y a plusieurs choses. D'abord, l'économie circulaire, ça commence à fonctionner. Il y a des acteurs industriels qui font de l'économie circulaire, mais ça reste perçu comme une espèce de chose qu'on dit un peu comme un gadget, c'est-à-dire l'idée c'est il y a l'économie réelle, il y a l'économie sérieuse et il y a l'économie circulaire. Donc il faut certainement essayer de nous expliquer, moi je ne suis pas capable de le faire aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on transforme le circuit économique classique de façon à le circulariser et non pas à additionner l'univers de l'économie circulaire par rapport au circuit de l'économie classique. Ça me semble essentiel. Il y a des gens comme Philippe Biwix qui ont réfléchi là-dessus avec toute une approche sur la question des low-tech. Bon. Deuxième chose, on voit bien que l'économie circulaire, c'est aussi une philosophie qui nous dit que le sujet, c'est au fond de rompre avec un certain nombre de valeurs culturelles qui sont celles de la société de consommation et qu'une économie circulaire, c'est d'abord une économie de la frugalité où on réemploie les ressources et on développe vis-à-vis de tout ce qui peut être culture extractive et culture où on croit que la question de la croissance est centrale par rapport à la question du mieux-être, une autre approche. Donc, est-ce que c'est une économie de la décroissance ? La question est posée. Et je pense qu'aujourd'hui, elle n'est pas résolue. On voit bien que le thème de la décroissance est un thème tabou, qu'on nous dit qu'il faut faire de la croissance verte, puis après on nous dit qu'il faut faire de la décroissance, puis après on nous dit qu'il faut voir autrement la croissance, qu'il faut découpler la question du PIB de la question du modèle économique.
Je trouve que toutes ces questions sont totalement ouvertes et qu'elles ne sont pas résolues, sauf de manière très microéconomique. Donc, pour ne pas trop gloser là-dessus, je dirais que le sujet sur l'économie circulaire, c'est comment est-ce qu'on passe d'approche microéconomique avec des témoignages, avec des endroits où ça fonctionne bien, à des effets d'échelle où on peut imaginer un modèle d'économie plus circulaire, mais qui reposerait autour de valeurs économiques sur des interrogations sur la croissance, des interrogations sur l'affectation des ressources, une culture extractive remise en cause, une relation à la technologie et à la préservation qui soit mieux, enfin, comment est-ce qu'on articule technologie et préservation de la planète, ce qui aujourd'hui n'est pas fait. C'est comme si on vivait, vous savez, dans toute une série d'univers parallèles. On fait de l'économie circulaire là, puis à côté, on fait de l'économie classique, et puis à côté, on ne fait rien parce qu'il faut préserver. Et au fond, tout ça finit par donner le sentiment d'une extrême complexité, et ça nous éloigne très fortement de ce qu'on pourrait appeler l'écologie populaire, et non pas l'écologie du quotidien. Voilà. C'est l'absence d'un esprit holistique. On va ouvrir le débat pour une bonne vingtaine de minutes. Donc, Lénie, Ouais, je vais faire passer le micro. J'avais juste une première question importante pour introduire l'échange qu'on va avoir. C'est que tout à l'heure, on a mentionné la question du protectionnisme, de l'Europe, du libre-échange de façon générale. Si je ne me trompe pas, le transport maritime représente 8% des émissions globales de gaz à effet de serre. 4 ? Mais les micro-particules, c'est beaucoup plus. D'accord, ok, très bien. Bon, c'est pas une question mineure, premièrement. La question que je voudrais poser, c'est que on peut considérer qu'il faut rétablir des protections et faire du protectionnisme sans passer à l'autarcie. C'est pas exactement la même chose. Je vais poser des questions toutes simples. Est-ce que c'est normal qu'on importe du lait de Nouvelle-Zélande quand il y a une crise de surproduction en Europe ? Non, ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est normal qu'on importe des bananes d'Équateur ? Non, ça n'a aucun sens. Ça produit des gaz à effet de serre. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut produire et qu'est-ce qu'on ne veut pas produire. Évidemment, sur tout ce qu'on ne produit plus et toutes les filières extrêmement difficiles à reconstruire, vous avez raison sur le fait que c'est très très compliqué de remonter des filières et que dès lors on ne peut pas se replier derrière des murs, etc. Mais par exemple, si on prend le cas du textile français, on a commencé à remonter une filière à partir de segments de gamme différents, avec des productions qui sont aussi moins coûteuses sur le plan écologique. Il y a toute une série de domaines où c'est possible. Et vous en référez à l'Europe sur la question de à quelle échelle on doit penser si on veut mettre en place des protections. Évidemment, l'échelle européenne est importante, mais si on regarde le panorama européen, on a des intérêts qui sont complètement divergents. Et le temps qu'on se mette d'accord sur des politiques ambitieuses au niveau européen, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire que l'Allemagne a le premier excédent commercial au monde. C'est une puissance qui vit du statu quo, qui a laissé son outil productif en plus en état de quasi-délabrement, avec du sous-investissement dans les infrastructures aujourd'hui qui commence à faire très mal. Ils sont en récession, ils tremblent à chaque fois que Trump agite la menace des automobiles, et donc dès qu'on commence à parler un peu sérieusement de politique commerciale exigeante, eux ils abandonnent tout, parce que dès que Trump revient avec on va vous taxer vos automobiles, ils sont prêts à tout lâcher. La question, c'est dans une configuration où il y a des intérêts aussi divergents au sein de l'Europe, une inertie aussi forte, comment on fait ? Par exemple, il y a le rapport Proust qui est passé il n'y a pas longtemps au Parlement européen sur le filtrage des investissements stratégiques. On ne sait pas comment ça va se passer sur le plan de la traduction dans les directives. Et probablement certains pays vont faire des blocages plus importants que d'autres. En fait, c'est l'équivalent du décret Montebourg, mais au niveau européen. C'est une question assez fondamentale de quel va être le devenir de ces filtrages-là qui auraient pu permettre de protéger Alstom, par exemple. Deuxièmement, la Chine qui est en train de monter en puissance et qui va nous rouler dessus en fait à partir du moment où ils vont réellement mobiliser le stock d'épargne important qu'ils ont à disposition. Ils ont commencé à le faire en intégrant l'Italie à une partie des protocoles des routes de la soie et en achetant des ports par exemple au Pirée en Grèce. La question, c'est dans ce laps de temps pour construire une Europe puissance, alors qu'on est dans un paysage de morcellement et de divergence des intérêts sur le plan commercial entre des pays comme la France et l'Italie par exemple et l'Allemagne, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, le temps passe et est-ce qu'on doit attendre l'Europe avant de réavoir une réelle ambition sur le sujet ? Voilà.
On va peut-être prendre une autre question, puis ensuite on répondra. Oui, une ou deux questions. Oui, bonjour. Je vais rebondir juste sur ce que vous venez de dire, parce que vous parlez de protectionnisme. En fait, on n'a pas besoin de protectionnisme dans la mesure où si on arrive à refabriquer en France, on aura la qualité et l'authenticité, parce qu'on sait très bien que si on met en place des barrières protectionnistes, les autres pays vont le faire et ça va être une escalade. On l'a déjà vécu. Vous parlez du financement des industries de demain et vous abordez tout de suite la notion de bénéfice. Pour ma part, je vais aborder le premier plan. Pour monter une entreprise, il faut de l'argent. Nous étions il y a 2 semaines au salon du Made in France, accompagné de plusieurs chefs de PME, dont Emmanuel Bois. Emmanuel Bois est le patron des Jardins d'Orantes qui a remis la production en France de cornichons. Ce n'a pas été simple. Ce n'a pas été simple parce que les banques n'ont pas suivi, par exemple les agriculteurs n'ont pas suivi pour une mise en place d'une chaîne industrielle qui puisse bénéficier à son entreprise, mais intelligemment à également d'autres entreprises. Donc il a hypothéqué sa maison de manière à pouvoir lancer son affaire. Et ça, c'est aussi une problématique qu'il faut prendre en compte, parce que donc, quand on pense industrie, on pense à la grosse industrie, mais on ne pense pas aussi à ces entrepreneurs qui ont du cran, comme le patron de Alpina, qui cherche à tout faire en bio, à faire travailler les agriculteurs français du Sud-Ouest. Et donc, je ne fais pas trop de pub pour lui, mais il utilise des encres écologiques pour ses papiers, ses cartons. Ça, c'est important. Donc, ces exemples-là sont des exemples concrets parce qu'on est avec de la microéconomie qui cherche à devenir de la macroéconomie à grande échelle. Là où je voudrais revenir aussi, rebondir, c'est sur 2 points. Lorsque vous parlez de l'Europe, l'Europe n'a servi qu'à déconstruire tout ce qui appartenait au plan national à tous les Français. Nous en sommes tous conscients aujourd'hui, hein, vous l'avez très bien illustré. À quand véritablement, au niveau européen, une impulsion française pour des obligations sociales et environnementales? Parce que vous l'avez bien dit, l'Europe, c'est plusieurs pays et il faut que tout le monde soit au diapason, ce qui n'est pas le cas, puisque chacun cherche à tirer sa propre couverture pour ses intérêts. Je termine. Depuis ce matin, j'entends parler d'économie d'énergie verte. Et là, enfin, je bondis sur le terme énergie verte. Je suis Europe Écologie Les Verts, j'ai ma carte, je suis conférencière, j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, je vais être court, mais juste ITER, j'ai entendu le mot ITER, mais je bondis, c'est un Tchernobyl puissance 10 qui n'est pas au point, qui a déjà coûté 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, avec ça on peut réindustrialiser facilement. Oui, alors je sais que c'est le dernier qui parle, qui a raison, qui a la parole, mais voilà. ITER, quand même, c'est au cœur du réacteur, beaucoup d'éléments qui, s'y rentrent en contact les uns avec les autres, explosent et réduisent une partie de la région PACA à néant. Donc non, attention aux énergies vertes. On va vraiment vous demander de raccourcir les questions. Là, c'est pas possible. Bruno Grandjean, vous voulez peut-être commencer à répondre? Non, Non, attends. J'aurais pas on commence, il y a beaucoup de... J'aurais pas l'ambition de répondre sur le fond à toutes ces questions, mais je voudrais dire deux, trois petites choses. La première, c'est que l'Europe, c'est nous. Si nous souhaitons la faire évoluer, eh bien, mobilisons-nous. Je ne pense pas qu'il y ait une divergence d'intérêts si forte que ça avec l'Allemagne. Je crois que l'Allemagne est capable de mettre ses principes parfois au-dessus de ses intérêts. C'est quand même quand même notable qu'une ville comme Stuttgart, où est implanté Porsche et Mercedes, soit capable d'élire un maire écologiste. Donc il y a quand même en Allemagne, je crois, une véritable prise de conscience assez similaire à celle qu'on a en France. Quant au libre-échange et au commerce, je voudrais rappeler que l'Europe n'a pas de ressources naturelles. L'Europe vit du commerce, elle a toujours vécu du commerce, et que vouloir s'en prendre à ces exportations, à ce commerce, la France, malgré son déficit, exporte tout de même près de 500 milliards d'euros de marchandises par an. Et donc il faut être quand même vigilant. J'ai parfois l'impression que c'est un petit peu
une vision d'enfant gâté que nous avons parfois. Il faut être vigilant là-dessus. Pardonnez-moi d'être très franc, mais je crois beaucoup à ce que nous voyons les choses globalement vis-à-vis notamment des blocs américains et asiatiques, et d'avoir une relation franche avec ces blocs-là sur le fait que le climat et l'environnement sont pour nous des impératifs, que nous ne transigerons pas et que nous mettons en place effectivement un système qui défende notre modèle et nos valeurs, mais entre Européens, nous devons rester solidaires. Je ne vois aucun moyen d'imposer nos valeurs en dehors de l'Europe, et je crois que ça, c'est quelque chose auquel nous devons être très attachés. Il n'y aura pas de moyen d'imposer des valeurs, et un retour de la France, on voit le Brexit, on voit les difficultés que cela rend du point de vue économique. Nos économistes sont hyper imbriqués. Il n'y a pas un seul produit réalisé en France qui n'ait pas un lien avec l'économie mondiale. Lucile ? Oui, alors, bon, moi je veux dire plusieurs choses. D'abord, ça ne vous a pas échappé, on est dans un contexte de guerre commerciale et d'impuissance de l'Organisation mondiale du commerce. Donc au fond, aujourd'hui, c'est Donald Trump qui dicte sa loi très régulièrement. Il met sous menace la Chine, il met sous menace l'Union européenne. Et d'une certaine manière, tant mieux si la situation se dévoile, parce que ça fait des années et des années que l'Organisation mondiale du commerce n'est plus en mesure de réguler le commerce international, pour des raisons qui tiennent à la fois au fait qu'il y a une massification de ce commerce, mais aussi que les choses se sont complexifiées. Il y a le sujet des normes, il y a la question effectivement des exigences sociales et environnementales qui n'ont jamais été intégrées à l'Organisation mondiale du commerce. Et il y a cette situation où aujourd'hui l'Union européenne est un acteur très puissant, 500 millions de consommateurs, sur la scène internationale, mais aussi un acteur très naïf par rapport à d'autres, on le sait. Par exemple, 95% des marchés publics européens sont ouverts. Je pense qu'aux États-Unis, c'est peut-être 25 ou 30%. Donc on est dans cette situation d'asymétrie où nous avons été régulièrement moteur, bon élève, face à une absence. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'instituteur, il n'y a personne qui régule. Donc la situation par rapport à cette question du rapport de force, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne, et là-dessus, je pense que le Parlement européen a un rôle fondamental à jouer, mais aussi les citoyens, doivent se ressaisir de cet enjeu commercial qui n'est pas un enjeu technocratique, technique, réservé aux experts. D'ailleurs, en 2014, il y a eu une initiative citoyenne européenne qui a été quand même signée par 3 millions de citoyens déposée à la Commission européenne. C'est la Commission européenne qui est dépositaire des initiatives citoyennes européennes. Elle a choisi de l'enterrer, de la déclarer inaboutie. Pourquoi ? Parce qu'elle ne voulait pas remettre en cause ce qui est son pouvoir relativement autocratique, puisque, vous le savez, il y a une vraie opacité des mandats de la Commission européenne lorsqu'il s'agit de négocier les accords dits de nouvelle génération, qui ne sont plus des accords commerciaux stricto sensu. Alors ces accords de nouvelle génération, ils portent d'abord à la fois sur les biens et les services, mais aussi sur les questions d'investissement, mais aussi ils sont évolutifs, c'est-à-dire qu'ils prévoient par exemple des comités qui font qu'il y a l'accord signé à l'instant T et ratifié à l'instant T+1, mais tout au long, il y a une vie de l'accord, ce sont des accords vivants, ce qui veut dire qu'ils peuvent évoluer sans que les citoyens en soient conscients, sans même, j'allais dire, que les représentants élus des citoyens en soient conscients. Donc ça, je pense que c'est quand même des choses essentielles qui impliquent que nous, citoyens, nous nous mobilisions pour faire l'investissement d'expertise technique, pour comprendre ce qu'il y a derrière ces accords. Je trouve extrêmement intéressant qu'à l'occasion de la signature du CETA, l'accord avec le Canada, le député La République En Marche qui suivait cet accord, qui était rapporteur de cet accord à l'Assemblée nationale, est avoué qu'au fond, il n'avait pas compris, compte tenu du fait que c'était le codicile numéro 23 bis, qu'au Canada, on pouvait donner des farines animales pour nourrir le bétail. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des grandes déclarations d'intention et que le Canada et l'Union européenne disent qu'ensemble, ils sont pour plus de normes sociales et environnementales, mais il peut y avoir la réalité sur les exportations du Canada vers l'Union européenne, du moins-disant écologique, est quelque chose qui peut affecter la santé des citoyens européens. Donc tout le sujet, c'est qu'on dit toujours le diable est dans les détails, mais surtout les normes sociales et environnementales qui sont aujourd'hui au cœur de la bataille qui se livre sur le modèle de société, elles impliquent au fond qu'on investisse des nouveaux sujets d'expertise
qui nous sont aujourd'hui, c'est comme sur les turbines d'une certaine manière. Donc nous, citoyens, il faut qu'on aille jusqu'au bout du détail. Et peut-être que là-dessus, il faut aussi qu'on investisse, je ne veux pas être trop longue, mais le droit. Parce qu'aujourd'hui, on a très peur, par exemple, que les entreprises se mettent à faire du tribunal d'arbitrage. Mais je pense que faire des procès et engager des choses en utilisant le droit davantage, l'enceinte judiciaire n'est pas réservée aux entreprises. Et il faut imaginer d'autres modèles de pression démocratique, sans doute, que la pression électorale, ou comme ça a été dit par Lénie, par vous, madame, on a des temporalités où ça traîne 10 ans et les choses se font et la santé se détériore et le rapport de force et la guerre commerciale continuent à battre son plein. On constate aujourd'hui qu'il y a des innovations industrielles qui font consensus en écologie, comme les éoliennes ou bien la voiture électrique. Or, je me pose un certain nombre de questions sur ces innovations, parce qu'on se rend compte qu'au niveau des éoliennes, il y a des conséquences énormes sur les animaux, avec les infrasons, avec des ondes électromagnétiques qui ont des conséquences énormes sur la santé et sur la biodiversité. Par ailleurs, la voiture électrique, elle exige donc le développement de l'électricité, donc du nucléaire. Donc je me pose un certain nombre de questions. J'ai été sensible à l'argumentation de madame sur la différence entre le carbone et la question de la biodiversité. Parce que je me demande si, en termes industriels, on ne raisonne pas uniquement sur un certain nombre de critères type carbone, et si on ne va pas arriver à avoir, même en écologie, des scandales sanitaires énormes dans les années à venir. Bonjour, je vous remercie de vos interventions. Il paraît que le ministère de l'économie et donc Bruno Le Maire travaillent un plan de réindustrialisation verte actuellement, qui serait basé sur, en priorité, la mobilité douce, les nouvelles technologies également, et les énergies renouvelables, adossé également à un mécanisme fiscal qui consisterait en baisser la taxe sur la production, sur les moyens de production des entreprises et augmenter celle sur les bénéfices. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ces préparations, de ces travaux. Si oui, est-ce que vous en savez un peu plus? Et est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que cela va dans le bon sens ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? Je vous remercie. Encore une autre, monsieur au fond là. Bonjour. Moi, j'aimerais poser une question un peu plus théorique par rapport à la nature de ce que fait l'industrie. Parce que dès qu'on part sur la qualification d'une industrie verte, on imagine le système tel qu'il est aujourd'hui et on cherche à voir un petit peu là où on peut améliorer les rendements, les émissions de CO2, etc. Alors que la question, c'est peut-être au contraire de savoir ce qu'on fait de l'industrie dans une société écologique. Et du coup, en fait, finalement, l'industrie... Pour moi, après, bon, je suis pas, c'est un peu général, mais c'est un moyen d'augmenter la productivité. Vous avez 20 tisserands, vous avez un métier à tisser, et ben vous faites le métier avec un métier à tisser de 20 tisserands. Et du coup, la question qui finalement n'a pas été présente dans le débat et que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un gain de productivité dans une société écologique? Et peut-être que c'est à ce niveau-là qu'il faut porter la réflexion, parce qu'on a beaucoup parlé d'une façon un peu pragmatique en raisonnant par rapport à ce qui existe, aux tensions géopolitiques qu'on peut avoir ici ou là, mais on n'a pas vraiment réfléchi sur vraiment ce que c'était que l'industrie dans une société écologique. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de la productivité dans une société écologique, de l'augmentation de la productivité dans une société écologique? Non, je voudrais juste répondre à la question sur la fiscalité. Il y a effectivement une aberration française aujourd'hui. On essaye de réduire l'impôt sur les bénéfices pour attirer, soi-disant, des capitaux, etc. Ça semble être une aberration parce qu'aujourd'hui, finalement, ce qui empêche l'industrie française de se développer, ce n'est pas la fiscalité sur les bénéfices,
c'est de faire des bénéfices. Et aujourd'hui, on a un impôt société qui est dans la moyenne de l'OCDE, qui est dans la moyenne européenne en termes de prélèvement, parce qu'on a des taux élevés, mais des bases qui sont en fait relativement faibles du fait d'un certain nombre d'exonérations. Par contre, ce qui tue à petit feu l'industrie, et je voudrais le partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, on taxe beaucoup, et c'est le reste sans doute de cette idée que l'industrie devait disparaître au profit des services. On taxe beaucoup le foncier des entreprises, la valeur ajoutée, la création de richesses au sein des usines. Une usine aujourd'hui paye une taxe foncière qui est 3 fois plus élevée que celle d'un entrepôt d'Amazon. Parce qu'on a gardé cette idée que les usines, elles devaient soit payer, soit disparaître. Et donc il y a un biais en termes de fiscalité qui doit être corrigé, qui d'ailleurs est une aberration qui devrait être corrigée immédiatement, mais ça fait des années qu'on traîne ce problème. On appelait ça la taxe professionnelle, hein, l'impôt le plus bête au monde. Eh bien, il existe toujours en France et il pénalise fortement l'industrie. Je voudrais juste dire un petit mot sur la productivité, sur l'apport de la technologie. Je vous ai parlé d'ITER, je voudrais vous citer un deuxième sujet, parce que c'est au cœur de nos préoccupations d'industriels. Finalement, les canuts à Lyon, hein, l'arrivée du jacquard, qui est le début de la révolution numérique, ça a créé une quasi-révolution à Lyon, parce qu'on supprimait des emplois. Et puis finalement, ces emplois se sont recréés dans d'autres métiers. Donc ça, c'est un sujet qui n'est peut-être pas totalement tranché, car on peut imaginer qu'il aujourd'hui trouve une nouvelle actualité, mais ces gains de productivité, finalement, ils se traduisent par une baisse régulière de la durée du travail, notamment, et une société totalement différente de celle qu'on connaissait au 19e ou au 20e siècle. Donc l'apport de la technologie, il est très clair en termes de réduction du travail, du temps de travail. Et un autre exemple que je voudrais donner pour conclure, la robotique, qui justement est très liée à cette angoisse qu'on a de voir disparaître des métiers. Eh bien, la robotique, il faut savoir qu'aujourd'hui, elle est au cœur, par exemple, d'une révolution médicale. De plus en plus d'opérations peuvent se faire aujourd'hui avec des robots, ce qui donne une précision bien plus importante que celle que peut avoir la main humaine. Et donc, on a aussi des gains d'espérance de vie qui se font à travers ces technologies. Donc, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, mais il y a aujourd'hui des technologies qui permettent des choses qui, je crois, sont des bienfaits évidents. L'imagerie médicale bénéficie de l'intelligence artificielle. Vous avez beaucoup de domaines où la science, la technologie, aujourd'hui, créent de manière non ambiguë, je pense, un bienfait supplémentaire pour les hommes. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse à votre question de savoir ce que les gains de productivité peuvent apporter en termes écologiques, mais peut-être Lucile a-t-elle un éclairage complémentaire. Pardon ? Ma première remarque, c'est de conserver une industrie, ce qui est déjà un peu notre priorité aujourd'hui. C'est une question de la décroissance. Je crois qu'il faut... Merci. S'il vous plaît. Lucile, un dernier mot, peut-être Jean-Louis, un dernier mot, puis ensuite on va continuer le débat avec un café peut-être dans le hall. Faire baisser la pression. Moi, j'aurais tendance à dire que pour moi, ça ne va pas de soi que le but ultime de l'industrie, c'est d'augmenter la productivité. En tout cas, si j'imagine l'industrie dans un projet de société écologique, j'y vois un élément important en ce qui concerne le lien avec l'innovation, la recherche, le développement, et sans assimiler l'innovation seulement à l'innovation technologique. Il y a évidemment la question de l'innovation sociale. Je pense qu'il y a un sujet sur la création d'emplois et que dans le projet de société écologique, la question de la place de l'emploi, de l'humain est quelque chose qui est plus central que dans le modèle de société actuel. Et du coup, les écologistes réfléchissent quand même beaucoup au fait que le sujet n'est pas seulement l'emploi rémunéré, l'emploi salarié, mais qu'il y a aussi une question d'intérêt général, d'activité non rémunérée, de place du bénévolat. C'est aussi pour ça que dans la discussion des écologistes, il y a cette place donnée à la question du revenu universel, du revenu de base. Donc on est dans une situation où on ne peut pas seulement... Enfin, pour moi, il y a même quelque chose à dire, c'est que la question de l'augmentation de la productivité, quelque part, doit être placée de côté
pour ne pas dire exclus, sur cette question du modèle de société à imaginer. Ça ne veut pas dire qu'il ne fasse pas faire le lien entre économie et écologie, et je pense qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est aussi balbutiant et pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à imaginer ce que serait une industrie verte? Parce que pendant des années, nous, écologistes, on a été aussi assez responsables de ne pas penser cette articulation entre économie et écologie. Ça nous dérangeait, on avait le sentiment que l'économie telle qu'elle était pratiquée par les gouvernements mainstream était l'ennemi du modèle de société que nous souhaitions installer. Donc aujourd'hui, on a aussi un travail, nous, à faire pour aller dans le détail du lien entre économie et écologie et imaginer les modèles microéconomiques et macroéconomiques qui nous permettront de faire que cette question de l'augmentation de la croissance, de l'augmentation de la productivité ne soit pas un but ultime. Sur la question des éoliennes, je ne vais pas échapper à ce que vous disiez, bien que ce soit une question en fait, qui me met un peu mal à l'aise. C'est-à-dire que je sais qu'il y a un mouvement anti-éolien assez puissant en France, et il est clair que lorsqu'on installe des éoliennes, il peut y avoir des conséquences négatives sur la biodiversité, sur les oiseaux notamment, que la construction des éoliennes, ça a une empreinte écologique, etc. Mais si on veut passer à un modèle de transition énergétique où on ne dépende pas entièrement pour la production de notre électricité du nucléaire, la question de la dynamique des énergies renouvelables est fondamentale. La France, là-dessus, est en retard par rapport à ses voisins européens. Je pense que la difficulté qu'on a en France, c'est qu'on est souvent très technocratique et que, par exemple, on a beaucoup agité le fait qu'on allait... moi, je connais bien la Normandie, par exemple, j'adore la baie du Mont-Saint-Michel. On m'a dit, voilà, on va mettre des éoliennes partout dans la baie du Mont-Saint-Michel. On va complètement foutre en l'air ce joyau historique français. Donc, on a une relation au paysage, au territoire qui est différente de celle de l'Allemagne. Par exemple, c'est vrai que nos voisins allemands sont étonnés de l'importance du mouvement anti-éolien en France, mais c'est parce que notre territoire est différent, parce que nos paysages... Je ne veux pas dire qu'on est plus beau que l'Allemagne, mais en tout cas, on a une relation au paysage... on a une relation au paysage qui est différente et je crois qu'on a foncé sur l'idée de mettre des éoliennes partout sans avoir justement réfléchi à cette interaction entre biodiversité et questions climatiques. Et je pense qu'il faut saisir quelque part la contestation sur les éoliennes, non pas pour ne plus faire d'éoliennes, parce qu'en fait on est très en retard, mais en tout cas pour imaginer comment les intégrer dans le paysage. Il se trouve que l'École nationale du paysage, par exemple à Versailles, travaille là-dessus et sur le fait de minimiser les conséquences sur la biodiversité. Donc je vous répondrai de cette manière, et aussi attention à l'instrumentalisation quand même du sentiment anti-éolien, pour quelque part dire on n'a pas d'autre choix que de continuer à être totalement dépendant du nucléaire sur la production de notre électricité. Ça chauffe. Ça ne sera pas simple de faire le modèle de société écologique, en tout cas. Bah, c'est pas nous. Il va falloir s'alpaguer. Non, nous, on n'a rien fait, nous. Non, on n'est pas anti-EDF. Bah, très rapidement. Bah, merci. Non, mais cela dit, c'est une vraie question, celle des ressources. Peut-être, nous, il faut vraiment qu'on termine le débat. Donc, Jean-Louis, peut-être un petit mot de la fin. J'ai un peu peur. Alors, moins peur. Sur la question des éoliennes d'ITER, en tant que technicien, on est un peu éloigné de ces choix. Et en fait, mais j'ai quand même un avis. Technicien de l'énergie, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Je crois qu'on va tous s'écharper parce qu'il n'y en a pas de bonne. En fait, il faut choisir le moins pire, malheureusement. Alors, par contre, tout à l'heure, on a parlé de sobriété. Je pense que, et ça concerne tout le monde dans cette salle, et puis en dehors de cette salle, il faut qu'on réapprenne à vivre autrement.
j'ai grandi j'ai eu la chance de grandir en contact avec une ferme, très petite ferme en Haute-Loire. Donc il y avait 5 vaches, 2 cochons, une vingtaine de poules. Mon grand-père était paysan ouvrier. Et je me fais toujours la remarque qu'à cette époque-là, que j'ai eu la chance de connaître, de cette ferme, il ne sortait rien. Il n'y avait pas de déchets. Il n'y avait aucun déchet, je vous jure. Il y avait juste un peu de fumée. Il y avait la ferraille qu'un pater, comme on disait chez nous, passait une fois par an récupérer. Mais en fait, c'était très vertueux comme système. Et je pense qu'il faut qu'on réapprenne tout ça. Alors on nous martèle dans la tête pour consommer. Moi, je lutte pied à pied avec mon gamin, je vous jure, c'est un conflit quotidien pour qu'il essaye d'acheter moins. Je lutte contre ma femme parce qu'elle veut aller aller visiter Budapest et je ne sais pas quoi. Et je passe pour un mauvais coucheur. Et il va falloir qu'on en passe par là. On va être des mauvais coucheurs. Il faut qu'on arrête. Donc voilà, je pense que ce n'est pas la peine de s'écharper. Il n'y a pas de bonne solution, ça c'était la première. Et puis sur l'industrie, sur les bénéfices. Alors, et là je pense que l'écologie et le syndicalisme, là on a un point de convergence fort. Parce que on parlait de l'industrie qui est souvent ce capitalisme associé au capitalisme et cet investissement. Aujourd'hui, c'est plus ça, hein. À l'époque, on avait un patron qui était ancré dans son territoire, qui allait à la messe à l'époque, parce qu'en France, il allait à la messe tous les dimanches, il côtoyait tous les citoyens, c'était un notable de la ville, il rendait compte, il était là. Aujourd'hui, je vous défie de trouver le patron de GE, qui c'est qui commande chez GE, vous ne le trouverez pas. Ça n'existe plus, le patron de GE. Alors, vous avez quelqu'un qui est présenté... Ouais. J'allais y venir. On laisse terminer, s'il vous plaît. J'allais y venir. Vous m'avez devancé. Et en fait, la question fondamentale, c'est qui dirige mon entreprise? Qui c'est? Ben, je ne sais pas. J'ai quelqu'un qui est présenté comme le PDG de GE, mais c'est juste un fantôme. C'est un salarié de luxe. C'est le meilleur d'entre nous. Bon, il n'est pas à la CFE-CGC, hein, et puis je ne défendrai pas ses intérêts. Mais ce n'est pas lui le patron. Et en fait, ces bénéfices qu'on génère, il ne faut pas voir l'industrie comme quelque chose d'autonome. On est un outil. On est un outil au service de l'économie. Maintenant, si l'économie est mal orientée, on sera mal orienté. Si l'économie est bien orientée, on sera bien orienté. Donc, en fait, ce qu'on est en train de... Moi, je pense que là où il faut qu'on se rejoigne, c'est sur cette captation de la richesse qu'on produit, nous, après, et que l'écologie, ou en fait tous ceux qui pensent à l'avenir de nos enfants et de la planète, eh ben, ils disent, moi, cette valeur produite, je veux l'utiliser pour un projet de société. Mais ce n'est pas l'industrie qui va vous donner le projet de société. Merci beaucoup. Merci à tous pour ce débat.